Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un peu de hauteur, parce qu'on parle beaucoup de campagnes, de canaux, d'outils, mais beaucoup moins du contexte global dans lequel on collecte. Est-ce que la générosité progresse vraiment ? Est-ce que nos modèles sont encore adaptés ? À quoi faut-il se préparer dans les prochaines années ? Pour en parler, je reçois Éric Dutertre, président de l'agence Opening et fundraiser depuis 35 ans. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Alors Éric, si on prend un peu de recul, où en est vraiment la collecte aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, il faut comprendre que ça fait, on va dire une quarantaine d'années que la collecte, moderne, s'est développée avec le sans-frontiérisme, avec, quelques acteurs qui se sont lancés dans la bataille du marketing direct, au départ. Mais en fait, lorsqu'on en parle avec, nos homologues anglo-saxons, ils estiment qu'on est toujours un pays en devenir sur la collecte de fonds. Même si on a développé beaucoup de choses et qu'on a rattrapé sans doute une partie du retard, il y a une chose qui n'a pas changé, en fait, c'est que la France a vécu pendant 60 ans sous ce qu'on appelle l'État-providence. Donc l'État qui prenait en charge la santé, la retraite, l'éducation pleinement. Et on voit que ce réflexe, il existe toujours aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, on fait appel à l'État, on demande à l'État d'intervenir. Et donc c'est profondément culturel et enraciné en nous. Donc cet état-providence fait que tout ce qui sont des sujets d'intérêt général, on a tendance à se tourner vers l'État. Le phénomène associatif, c'est-à-dire la prise en charge par des organisations, c'est encore quelque chose qui est un peu anachronique en fait. Aujourd'hui, on compte à peu près 5 millions de foyers donateurs en France. C'est une curiosité parce que c'est un chiffre qui stagne depuis une dizaine d'années. On peut se dire qu'il y a des nouvelles technologies ou techniques qui sont arrivées, ne serait-ce que le digital, que des populations ou des générations nouvelles de donateurs sont arrivées, mais on stagne toujours à 5 millions de donateurs. On a 37 millions de foyers fiscaux en France. Ça fait 17% en fait des foyers fiscaux qui donnent et défiscalisent leurs dons. On est très loin des 44% de Français qui donnent lorsqu'on fait des sondages, mais on sait bien qu'il y a un biais déclaratif qui est très fort sur la question de la générosité. C'est un peu compliqué de dire non, je donne pas, non, je suis pas généreux. Donc on a tendance à tirer un peu vers du positif sur le sujet, mais la réalité, elle est bien là. Pourtant, la collecte progresse d'année en année. Donc c'est pas par le nombre de donateurs, c'est par le don moyen que chaque donateur effectue. Et même si cette évolution, finalement, depuis une dizaine d'années, elle est assez faible. En euros constants, c'est 2-3% en fait chaque année depuis des années. En positif, on constate que c'est un marché de la générosité qui est assez résilient. C'est-à-dire qu'on a traversé tout un tas de crises, Covid, économie, guerre, etc. Et que dans ces moments-là, finalement, la générosité reste très présente. Et paradoxalement, aujourd'hui, cette collecte, elle va être encore plus sous pression. Et elle a déjà commencé à l'être, pour une raison simple, c'est qu'il y a une pression sur les financements institutionnels, sur les subventions, sur les financements publics. Je le constate dans beaucoup d'organisations que je croise et que je rencontre. On essaie de faire appel à un effet baguette magique sur la collecte de fonds, alors que c'est un processus qui est long, qui est complexe, qui demande du temps, qui demande une construction. Et il y a un autre effet marquant en fait sur la collecte d'aujourd'hui et depuis quelques années, ça a été
que j'appelle l'extension du domaine de la lutte dans la collecte, c'est-à-dire le nombre et l'élargissement finalement des acteurs de l'intérêt général qui font appel à la collecte de fonds. C'est l'enseignement supérieur, c'est les hôpitaux et la santé en général, c'est les musées et la culture en général, c'est les entreprises, c'est les collectivités, c'est même les individus via le crowdfunding. Donc aujourd'hui, en fait, tout acteur peut collecter des fonds d'une façon ou d'une autre, ou en créant la coquille juridique qui va bien. Donc on est dans une compétition aussi qui est devenue plus rude. Et le dernier fait marquant sur la collecte d'aujourd'hui, c'est sa perméabilité croissante avec la situation macroéconomique, sociologique générale. On voit bien que la collecte, en fait, réagit aussi, en fonction de ce qui se passe dans l'économie et de façon même, je dirais, très pointue, très précise. On voit que les choses l'état d'esprit des Français, en fait, évolue de semaine en semaine et on le ressent dans la collecte. C'est-à-dire qu'une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et tout de suite, ça a une incidence sur la collecte. On le voit bien, par exemple, sur les marchés financiers. Les marchés financiers réagissent, de semaine en semaine. Dans les mécanismes du don, on retrouve un petit peu ces mêmes, ressorts, aujourd'hui. Ouais, donc la générosité, elle est de plus en plus liée finalement au contexte, économique. Mais concrètement, quels sont les, indicateurs que les associations devraient suivre? Alors, nous, on regarde beaucoup l'INSEE, hein. L'INSEE ne publie des quantités d'indicateurs qui sont extrêmement intéressants. Nous, on en suit quatre particulièrement. Un premier qui est le moral des Français. C'est mesuré chaque mois par l'INSEE. Aujourd'hui, par exemple, l'indicateur de ce mois, il est à 84, 100 étant une sorte de moyenne. Et donc, il y a eu un écroulement qui est, là, en quelques semaines, qui est lié, au coût de l'essence, à la vie chère, et à une forme de pessimisme, ambiant qui s'est, mis en place. Pour nous, en collecte, ça veut dire que les gens, sur ce type d'indicateur et en tout cas, les publics, les plus fragiles ou les moins fortunés, on va dire, ils vont rentrer dans une forme d'attentisme par rapport aux dons et à la générosité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont annuler complètement leurs dons, mais peut-être qu'ils vont le reporter à plus tard, attendre de voir si ça va bien, si ça va mieux. Et un autre indicateur, c'est le taux d'épargne des Français que l'on suit. Là aussi, c'est une donnée mensuelle. Là, actuellement, on est à 18,8% d'effort d'épargne donc sur les revenus. Et ça montre là une forte prudence, une perte de confiance dans l'avenir. Et là, curieusement, en fait, ça peut être un indicateur aussi positif pour la générosité, c'est-à-dire que les gens vont se tourner vers d'autres acteurs pour se rassurer sur l'avenir. Un troisième indicateur, c'est la situation des marchés financiers. Aujourd'hui, on est à un CAC 40 qui est à environ 8200 points. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder ce que devient la situation pour les Français les plus fortunés. Est-ce qu'ils se sentent rassurés par rapport à leur patrimoine, par rapport à leur situation financière? Est-ce que ça les autorise finalement à libérer, un peu de revenus ou de patrimoine disponible, pour être, généreux? On sait que c'est des gens qui sont très sensibles à ces évolutions, de marché. Et puis le dernier indicateur, c'est l'indice des prix de l'immobilier ancien. Là encore, on touche non plus aux revenus, mais au patrimoine, des Français et là aussi un sentiment profond de s'appauvrir, de s'enrichir et d'être en capacité de transmettre, donc de faire un legs, de faire un testament et cetera. Tout ça peut sembler un peu curieux, mais c'est des indicateurs en fait qu'on suit nous depuis des années et on voit bien, les courbes parallèles, que l'on peut avoir, dans le domaine de la générosité, le don et cetera, en fonction de l'évolution de ces paramètres et ça montre bien donc ce phénomène de perméabilité, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais est-ce que pour toi, ça veut dire que la collecte devient plus fragile? Pas nécessairement plus fragile, elle devient plus enracinée en fait, chez les Français et peut-être qu'elle se transforme un peu plus comme un acte, marchand de la vie quotidienne. Ça fait partie du quotidien
et ça subit finalement, les mêmes arbitrages que la consommation ou que, d'autres éléments de la vie. Donc il y a un effet positif, c'est, la collecte fait partie du paysage aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les donateurs se comportent finalement comme des consommateurs? De plus en plus, ils prennent les mêmes réflexes. Il y a une grande porosité finalement entre la consommation et la générosité. Il y a pas des murs, je suis généreux, entre 18 et 20 heures et je suis consommateur à le reste de la journée. Donc, on note que leurs demandes, leurs comportements, leurs relations aux associations deviennent assez similaires, finalement à leurs actes, de consommation. Pour prendre quelques éléments, il y a la même demande d'immédiateté, par exemple. Je veux mon reçu fiscal tout de suite et maintenant. Je fais une réclamation, je veux une réponse, dans les 5 heures. Donc cette question d'immédiateté, elle est devenue de plus en plus présente. On peut évoquer les jeunes générations, mais les générations plus seniors prennent, les mêmes, réflexes. Sur la question de l'impact, la question c'est: «À quoi sert mon don?» J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre, est-ce que c'est efficace? Sur le fait d'aller vers une association plutôt que vers une autre, de la même façon, ils vont porter plus de confiance vers la recommandation d'un proche, vers l'influence. On va noter les mêmes réactions aussi d'hyperréactivité émotionnelle. Les marques ont beaucoup, beaucoup travaillé, l'émotionnel, les marques, marchandes ces dernières années et on voit un peu les mêmes réactions dans la relation, aux organisations. Ils ont les mêmes demandes de vivre des expériences dans la relation à une marque, soit marchande ou associative. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit immersif, qui me parle de façon concrète, qui me fasse découvrir des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, que je peux raconter, reporter. La relation avec la marque associative, elle devient importante aussi. Donc, le fait de calibrer la relation, je veux pouvoir contacter, l'organisation, facilement, lui poser des questions, mais je veux aussi à d'autres moments, qu'on me laisse tranquille, qu'on vienne pas m'embêter. Mais j'ai besoin d'une relation que je maîtrise et pas simplement qui m'est imposée par un mass marketing qui est, très présent et qui peut, parfois me gêner. On a les mêmes sujets aussi d'engouement pour les marques. Les grandes marques associatives, elles vont rassurer, elles vont, créer de la désirabilité, de la fierté d'appartenir quelque part un peu à ces marques. Mais de l'autre côté du spectre aussi, je vais avoir un attachement de plus en plus, marqué avec des acteurs de proximité, avec des valeurs d'authenticité, c'est des gens que je connais, que je vois, l'impact, il est à côté de chez moi. Donc là aussi, c'est une demande ou un besoin qui est parfois, voilà, un peu paradoxal, mais qui est, très présent. Et puis sur les canaux, on retrouve les mêmes sujets que dans le secteur marchand, c'est-à-dire que, les canaux pour contacter les donateurs, ils sont multicanal parce que lui-même est devenu multicanal, multi-device, voilà, il s'ouvre. Ces canaux d'information, de contact, deviennent de plus en plus, multiples, et divers. Et si on parle maintenant de développement, selon toi, quels sont les vrais leviers de croissance aujourd'hui? À l'agence, en fait, on trouve que, il y a 4 cibles, disciplines et techniques qui sont en forte, croissance. Le premier sujet, c'est le don régulier. Si on regarde les grandes organisations, sur le don des particuliers aujourd'hui, le don régulier, c'est-à-dire, effectué par prélèvement automatique, très essentiellement, il représente 46 de la collecte. Donc c'est plus un sujet anecdotique comme il y a quelques années, c'est devenu le cœur du réacteur. Alors c'est plutôt intéressant parce que ça permet, de mieux passer, des périodes de baisse, de difficultés et cetera. Les gens, quand ils sont engagés dans un don régulier, ils y restent, longtemps. Il y a un vrai combat pour augmenter encore et toujours, cette part, de dons réguliers qui est, extrêmement sécurisante. Le deuxième axe de croissance, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon, les middle do, c'est-à-dire les donateurs intermédiaires entre les tout petits donateurs qui sont devenus plus fragiles,
qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont disparu en fait de l'univers de la générosité en termes de dons aux associations, et les très grands donateurs qui sont exigeants par nature, en général entre 150 € et 1 500 € de valeur de don, qui aujourd'hui tirent la croissance. Le troisième sujet, c'est les libéralités, c'est-à-dire les legs, les donations, les assurances-vie. Et je pense que dans l'avenir, on sera amené à développer des nouveaux outils pour favoriser des mécaniques complexes, des dons d'actifs, des dons d'entreprises. Là, on tourne autour d'un sujet qui est croissant, qui avait besoin de se faire connaître auprès du grand public. Et là, le taux de connaissance qui fait qu'on peut léguer une association a beaucoup grandi. Et puis le phénomène majeur, il est démographique, c'est celui qu'on appelle de la grande transmission, puisque la génération du baby-boom entre 2025 et 2040 va décéder et donc va être amenée à transmettre. Les valeurs sont estimées à plus de 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis, qui vont passer d'une génération à une autre. Mais on sait qu'un pourcentage de cette transmission peut être fléché vers les associations. Donc, va y avoir là une bataille assez forte sur la question des libéralités parce que c'est le phénomène le plus fort, le plus marquant. On estime entre 2 milliards et 7 milliards les montants qui pourraient être transmis chaque année aux associations dans les prochaines années, ce qui transforme complètement le paysage de la philanthropie. Parce qu'on passe d'une philanthropie très axée sur le don à une philanthropie de la transmission, une philanthropie patrimoniale et de libéralité. Et le quatrième axe que l'on trouve porteur, c'est celui des entreprises. Alors, il n'est pas nouveau, mais il pèse fort dans la générosité. C'est une des curiosités françaises. Le poids des entreprises dans la générosité et dans le marché du don. Elles ont une nécessité croissante de s'engager qui est liée à la pression de toutes les parties prenantes. Donc cette volonté ou cette obligation de s'impliquer dans la vie de la cité et donc dans l'intérêt général, il est très très fort. Alors il s'exprime de façon différente, hein. On regarde souvent le mécénat, mais il n'y a pas que le mécénat, il y a le don très simple aussi, qu'on retrouve dans les bases de données des associations. Il y a des formes de partenariat, il y a toutes les formes de dons via le mécénat de compétences, etc. Les dons de produits, voilà, les sujets sont multiples. Évidemment que les entreprises sont très sensibles à ce qu'on évoquait tout à l'heure et très perméables à la situation macroéconomique. Mais en tout cas, l'engagement des entreprises, c'est une longue traîne qui est bien installée et qui devrait continuer à progresser. Donc ça va, il y a encore plein de sujets, porteurs et si on se projette un peu sur les prochaines années, quelles sont, les tendances à suivre, de près si on veut être toujours, à jour? L'Association française des fundraisers a beaucoup travaillé sur ce sujet il y a 2 3 ans, mais moi, ce que j'aime à retenir, en fait, quand on fait de la prospective, c'est les éléments dont on est certain. Le premier sujet, c'est la démographie. Elle va modifier très fortement la générosité, la façon dont les associations finalement vont accueillir des nouvelles formes de générosité au travers de cette grande transmission. Le vieillissement de la population, c'est aussi une donnée qui est inscrite dans le dur et qui va bouleverser aussi la façon dont les gens vont donner et la masse des donateurs. On sait qu'on devient donateur en vieillissant. Plus on vieillit, plus on devient donateur, puisque on ne peut pas faire nous-mêmes, on ne peut pas agir sur la société par nous-mêmes. Donc, on donne procuration finalement à des associations pour faire à notre place et pour porter des combats à notre place. Et puis aussi, en vieillissant, on a du revenu disponible, on est plus sensible à des causes puisque notre propre santé finalement est touchée. Et puis, on s'intéresse aussi un petit peu à l'image qu'il restera de nous plus tard. Donc le vieillissement de la population, c'est plutôt une opportunité pour le fundraising. Le deuxième sujet qui va rester important, c'est la poursuite de la digitalisation du fundraising. C'est-à-dire que le digital va prendre une place
toujours plus importante. Aujourd'hui, on sait que sur les grandes organisations, ça pèse 30-35% de la collecte, mais ça devrait continuer à croître dans les prochaines années pour structurer l'acquisition, la relation, les parcours d'engagement de collecte. Le troisième sujet, c'est un environnement qui va être de plus en plus concurrentiel. Concurrence renforcée entre les causes, entre les collecteurs, entre les formes d'engagement. Et donc toute la question, ça va être celle de l'attention. Comment je capte l'attention de nouveaux donateurs, de mes donateurs. Et donc la bataille pour l'attention va être de plus en plus forte. Quatrième sujet, c'est l'élargissement des formes d'engagement au-delà du don classique. Alors c'est pas nouveau, hein, il y a déjà une montée des formes d'engagement qui sont plus variées, mais il va se développer des outils, nouveaux aussi qui seront liés, à l'évolution, économique. On parlait de grande transmission tout à l'heure. Dans les 10 prochaines années, il y a 500 000 patrons d'entreprises qui partent à la retraite. Il y a des questions de transmission d'entreprise. On pourrait imaginer, comme dans le modèle allemand, qu'un certain nombre d'entreprises soient léguées, données, pourquoi pas, en gestion à des fondations, à des associations. Donc oui, on va trouver des nouveaux modes de générosité, des nouveaux outils juridiques qui vont permettre d'élargir la générosité. Le cinquième axe, ça va être des attentes accrues en matière de preuves, en matière d'impact, en matière d'exemplarité. Les organisations, elles vont être de plus en plus scrutées sur leur impact réel, sur leur responsabilité sociale et environnementale, sur leur gouvernance, sur l'usage des fonds, sur l'utilisation des données, les pratiques marketing, leur empreinte carbone. Elles vont devoir être de plus en plus exemplaires et montrer par la preuve, pas simplement par des chartes, mais par la preuve, la façon dont elles gèrent les fonds finalement qui leur sont confiés. Et au-delà de ça, le sixième point, c'est sans doute une pression réglementaire qui va être croissante sur les pratiques de collecte. Il va falloir là aussi être de plus en plus réprochable dans un environnement de durcissement progressif, finalement, de la régulation. C'est autour déjà, on connaît déjà un certain nombre de sujets autour de la protection du consommateur donateur, autour des données personnelles, autour de l'encadrement des pratiques marketing. Bref, la régulation, elle va continuer à monter. Et puis le septième point, c'est la technologie et l'IA. Ça va bouleverser le métier, les pratiques, les modalités. La capacité à automatiser et même, je dirais, à autonomiser des processus relationnels avec le donateur. Le fundraising était déjà technologique et il va le devenir de plus en plus. Donc ça fait beaucoup d'évolutions à venir. Et si on veut se rassurer un petit peu, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont pas changer? Heureusement, il ne faut pas les oublier, ceux-là. C'est ce que je vais appeler les invariants de la collecte. Alors, je vais en citer que trois. Le premier, c'est la confiance. La confiance, ça reste et ça restera toujours la matière première du don. C'est notre actif principal. On n'est pas comme une entreprise qui vend des produits. Le donateur, il achète une confiance en fait. Il fait confiance quand il effectue un don, confiance dans l'organisation, dans son impact, dans sa gouvernance, dans son usage des fonds, dans son exemplarité. Et donc, même si les canaux de collecte sont amenés à changer, à bouger dans le temps, même si les donateurs sont de plus en plus volatiles, plus exigeants, le ressort de fond, il reste le même, quoi. On donne à ceux en qui l'on croit. Il y a un deuxième sujet qui est un invariant, c'est le don, c'est avant tout une affaire de sens, de cause et d'émotion. Et ce sujet de l'émotion, enfin, j'y tiens particulièrement parce que le don, c'est une émotion. Alors ça tombe bien parce que c'est aussi ce que les donateurs viennent chercher en fait, parce qu'ils rentrent en contact avec une cause. On donne à ce qui nous touche, à ce qui fait sens pour nous, à ce qui entre en résonance avec nos valeurs, avec nos proches, avec l'actualité, avec ce qui nous paraît juste. Donc les formats changent, les formats de collecte, mais la générosité reste
fondamentalement une rencontre entre une cause et une sensibilité humaine. Et puis le troisième axe, c'est que quelle que soit l'évolution des outils, le fundraising restera un métier de relation avant d'être un métier d'outil. Fidéliser, animer, engager, coopérer, proposer des parcours, reconnaître les donateurs, travailler sur des communautés, tout ça, c'est de la relation en fait. Donc le cœur du métier reste le même, il faut créer, nourrir et prolonger une relation d'engagement. Les outils évoluent, mais la logique relationnelle, elle demeure. Il ne faut pas oublier que c'est un métier profondément humain. Merci beaucoup Eric pour cet échange passionnant. Mais je t'en prie Stéphanie, c'était un plaisir. Merci. Si votre association a besoin de structurer sa stratégie de collecte ou de lancer une campagne d'appel à dons, je peux vous aider. Je vous propose un échange de 30 minutes pour faire le point sur votre situation. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.